Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour cette minute automnale, je vous propose de parler des 3 ingrédients qui rendent un travail, une activité, une tâche plus agréable et plus satisfaisante. Et je tiens ces 3 ingrédients de l'essai de William Morris qui s'appelle Travail utile, fatigue inutile. Donc c'est un petit livre qui vient de chez Rivage Poche, et donc c'est une traduction. Alors, il y a 3 essais dedans, dont celui qui s'appelle Travail utile, fatigue inutile. Des essais traduits en français par William Morris, qui était c'était un artiste qui a fait beaucoup des... Ça, là, la couverture du livre, c'est un de ses motifs. Donc il a fait pas mal de motifs artistiques dans le mouvement qui s'appelle Arts and Crafts. Et notamment, ça a donné notamment des papiers par des trucs comme ça. Et c'était aussi un penseur socialiste, tel qu'on l'entendait dans la deuxième moitié du 19e siècle, très influencé par les idées de Marx. D'ailleurs, dans ce bouquin-là, il y a un essai sur pourquoi je suis devenue socialiste, qui remet dans le contexte historique et les influences de son époque sa pensée, c'est super intéressant. Et donc dans son essai Travail utile, fatigue inutile, il parle du travail, de ce à quoi devrait ressembler un travail qui apporte de la satisfaction à l'être humain. Et de tout ce que j'ai lu de lui, j'ai trouvé que c'était ce qui se transposait le mieux dans le monde moderne, dans la vie moderne, et que ces 3, en fait, ils donnent 3 paramètres, 3 espoirs qu'on nourrit quand on travaille, quand on effectue une tâche, qui fait que c'est un bon travail, et que s'il n'y a pas ces 3 espoirs-là, alors c'est un mauvais travail, ça s'apparente à soit à de l'esclavage, soit à de l'exploitation, etc. Et c'est un travail qui ne devrait pas être valorisé dans la société. En fait, il remet un petit peu en question l'idée dans la valeur que travail, que tout travail est bon à prendre et que l'effort c'est mieux que le repos dans tous les cas. Lui il dit non, il y a 2 façons différentes de travailler, une qui est effectivement bonne, vertueuse, bonne pour nous, bonne aussi pour les personnes qui bénéficient du travail effectué, et une qui est en fait qui s'apparente à de l'exploitation et qui ne devrait plus exister. Et voilà, et donc je vais vous présenter ces trois espoirs que doit contenir un bon travail, et c'est une réflexion qui peut venir, je pense, se transposer soit dans votre carrière professionnelle, si vous voulez voir est-ce que ces 3 espoirs-là sont présents dans la majorité des tâches que vous effectuez dans votre travail aujourd'hui. Moi je sais que j'aime bien l'appliquer aussi à toutes sortes de tâches, d'activités, y compris des tâches domestiques par exemple, parce que c'est pas parce que c'est pas rémunéré que c'est pas un travail. La preuve, si les personnes qui ont de l'argent délèguent la cuisine, le ménage, les choses comme ça, à des travailleurs qui sont payés pour, c'est bien que c'est un travail. Et je trouve que c'est une vachement bonne manière de derrière venir se dire, ok, s'il y a un de ces 3 trucs là qui est pas présent, qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus agréable pour moi, quand on a dans la mesure du possible et dans la mesure de la marge de manœuvre qu'on peut avoir en fonction de quel travail, quelle tâche, quelle activité vous évaluez. Donc, les 3 espoirs sont les suivants. Donc là je cite ce que dit William Morris. L'espoir du repos, l'espoir du résultat produit et l'espoir du plaisir du travail en soi. Et donc à ces 3 espoirs-là s'ajoute l'espoir de jouir des bienfaits suivants, à condition qu'ils soient en quantité suffisante et de bonne qualité. Donc un repos suffisamment long et bon pour qu'on puisse y aspirer. Donc en gros ça veut dire que quand on travaille, il faut qu'il y ait l'espoir de faire une pause, de se reposer après le travail, et que ce repos-là soit suffisamment long pour nous permettre de se remettre de l'effort qu'a nécessité le travail. Que ce soit un véritable repos qui nous nourrit et qui nous permette de se remettre en selle. Si on ne se repose pas assez, on peut pas vraiment se reposer sur cet espoir-là. Moi ça me fait penser à l'époque où je faisais des événements de jeux vidéo dans la communication.
Je peux vous dire que la nuit de repos, quand on travaillait jusqu'à 20h, 21h, qu'on était tenu de se rendre à une soirée après dans le cadre du travail, parce que c'était une soirée networking où on voyait les journalistes, ou alors c'était nous qui l'organisions, il fallait qu'on soit là pour l'orchestrer quoi. Que du coup on allait se coucher à minuit et qu'il fallait être debout à 6h le lendemain matin pour rebelote une deuxième journée, je peux vous dire que c'était pas un repos suffisant. Mais que du coup j'étais alimentée par l'espoir du repos après la fin de l'événement, si vous voulez. J'aurais pas pu faire des journées de travail comme ça tous les jours. Donc ça c'est la première chose, un repos suffisamment long et bon pour qu'on puisse y aspirer. Deuxième chose, un produit susceptible de tenter quiconque n'est ni fou ni ascétique. Donc là il parle du produit du travail, l'espoir du résultat produit par le travail, et que quelque part ce soit un résultat qui mérite d'exister, qui soit de bonne qualité et qui apporte de la valeur à la société quelque part. Quand il dit un produit susceptible de tenter quiconque n'est ni fou ni ascétique, ça veut dire que si on crée un produit qui n'a pas de sens, qu'on crée un produit qui est complètement farfelu ou au contraire qui n'est pas de bonne qualité, etc., ça enlève à cet espoir-là. Et ça me fait penser à une expérience qu'ils avaient fait, que j'avais vue, où on faisait monter des Lego, enfin des figurines à des gens, à des sujets qui participaient volontairement au test. Et en fait, les gens qui fabriquaient les petites figurines et puis qui les gardaient à côté puis qui les accumulaient, donc en fabriquaient 7, 8, 9, 10, ils avaient leurs 10 figurines, ressentaient beaucoup plus de satisfaction à la fin de la session de travail, et d'ailleurs ils en assemblaient davantage et pendant plus longtemps que les personnes qui assemblaient exactement les mêmes figurines, mais qui voyaient après les scientifiques, enfin les gens qui organisaient l'expérience, défaire les figurines et les remettre dans la boîte pour venir la réassembler après la même. Et où du coup, en fait, le résultat du travail n'avait aucun sens, puisque la figurine qu'ils avaient mis du temps à construire, ils voyaient quelqu'un juste en face d'eux la redéfaire. Et les gens qui faisaient partie de ce deuxième groupe, puisqu'évidemment, le principe, c'est dans l'expérience, ils comparaient les deux groupes, vous voyez. Et bien, ceux qui voyaient leur travail être tout de suite défait, assemblaient moins de figurines pendant moins longtemps, ils travaillaient moins bien, ils se décourageaient beaucoup plus vite. Et je pense que cette expérience-là met le doigt sur ce truc-là que dit William Morris, donc l'espoir du résultat produit, mais que ce soit un produit susceptible. Alors, lui, je suppose qu'il pense à... Il a vécu en pleine révolution industrielle, hein, donc un produit susceptible de tenter quiconque n'est ni fou ni ascétique, ça veut dire un produit qui a du sens quelque part, qui apporte de la valeur aux gens qui vont l'utiliser. Et ça, moi, ça me fait penser dans le monde moderne au bullshit job. Que je pense qu'il y a beaucoup de boulot où il y a une partie des tâches qui sont effectuées qui sont plus pour le présentéisme ou pour l'image ou pour remplir la journée de travail ou pour se faire bien voir auprès d'autres services ou auprès de la hiérarchie, mais qui en fait n'ont aucun sens, ne donnent aucun résultat, ne servent à rien, où on a l'impression de perdre notre temps. Et ça, clairement, ça enlève énormément au sentiment de satisfaction, le sentiment de bosser pour rien. Je pense que c'est un des trucs les pires pour l'être humain, si vous voulez. Et donc, troisième chose, suffisamment de plaisir pour l'éprouver quand on est au travail. Que ce ne soit pas une simple habitude dont nous ressentirions la perte à l'instar d'un bout de ficelle qu'on triture quand on est nerveux. Donc ça, c'est par rapport au troisième espoir, qui est l'espoir du plaisir du travail en soi. Et quelque part, que ce soit suffisamment de plaisir pendant qu'on est en train de travailler pour se rendre compte qu'on kiffe ce qu'on est en train de faire là, et que c'est pas juste une tâche mécanique qu'on fait par habitude. Et là, je pense que quand il dit pas une simple habitude dont nous ressentirions la perte à l'instar d'un bout de ficelle qu'on triture quand on est nerveux, je suppose qu'il évoque le travail à la chaîne qui avait dû commencer à se répandre à son époque, où du coup on fait des gestes qui sont complètement mécaniques, et où on n'en retire absolument aucun plaisir particulier. Donc là, je vous ai cité ce que William Morris dit. Donc 3 éléments qui peuvent nous aider à évaluer une tâche, une activité, un boulot, que ce soit une évaluation globale de votre carrière, votre poste actuel, ou quelque chose de beaucoup plus ponctuel qui est comment est-ce que je pourrais faire pour davantage profiter de la session ménage du samedi matin à la maison, vous voyez. C'est donc l'espoir du repos,
Donc peut-être planifier déjà quand est-ce qu'on va prendre une pause après, comment est-ce qu'on va profiter du travail bien fait, profiter du moment où ça y est, l'effort est accompli, on va pouvoir se reposer. Donc ça peut être mettre des plages de pause après des créneaux de travail intenses, ça peut être honorer la pause midi quand on peut, ça peut être se mettre une heure de fin de travail le soir, pouvoir profiter de loisirs ou de la famille, etc. Après, ça peut être planifier les vacances pour un repos à plus long terme. Voilà, il y a plein de choses possibles. Je sais que personnellement, pour l'exemple du ménage, j'aime bien me donner un petit créneau de café lecture dans l'environnement propre que je viens de nettoyer. Et l'aspiration à avoir ce moment de repos, qui je pense s'apparente aussi à l'autre espoir, qui est l'espoir de profiter du résultat du travail, c'est-à-dire qu'à la fois je me repose et à la fois je profite de la pièce nouvellement nettoyée, donc je profite du résultat de mon travail, ouais. Mais c'est pas mal de conscientiser le truc. Donc à quel repos est-ce que je me donne? Pas forcément en récompense dans le sens où je me pousse à travailler pour avoir le repos, parce que moi, on en parlera dans une autre minute au tonel si ça vous intéresse, mais moi, traiter la pause comme une récompense d'avoir travaillé, je pense pas que ce soit très sain, mais plutôt se poser la question, est-ce que j'ai bien planifié du repos après mon travail, que ce soit à midi, le soir, le week-end, les vacances, peu importe. Après, ça dépend aussi de votre rythme de travail, comment ce repos-là se présente. Mais est-ce qu'il est présent et est-ce qu'il est suffisamment qualitatif? Et ça, c'est un autre sujet à explorer, je pense. D'être capable de se reposer en disant « je l'ai bien mérité, ça fait partie du travail », plutôt que de se reposer en culpabilisant et en se disant qu'on devrait être en train de travailler. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, avec le caractère que j'ai, très perfectionniste, etc. Donc savoir cultiver la qualité de ce repos-là et de vraiment le savourer, c'est aussi une piste de réflexion pour ce premier espoir. Donc deuxième espoir qui est le plaisir de profiter du résultat du travail. Là c'est pareil, ça va être comment est-ce que vous pouvez donner du sens à ce que vous faites. C'est-à-dire que, mettons qu'on parle de la carrière et du côté bullshit entre guillemets, c'est-à-dire que dans certains métiers, alors si vous faites un métier qui n'a pas ce truc-là et vous pouvez vraiment voir le résultat de ce que vous faites, c'est super. Moi je sais que dans les boulots étudiants que j'ai fait quand j'ai été serveuse, vendeuse, etc., qu'on est en train de servir les plats aux clients, etc., quand j'ai bossé en restauration, le résultat on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on a pris les commandes, on voit les gens qui reçoivent leurs plats, on débarrasse les plats une fois qu'ils sont prêts, les gens y payent, ils s'en vont, on nettoie la table. Bon bah on a géré un service. La table elle est à nouveau propre, elle est à nouveau dressée pour le prochain service, c'est très satisfaisant. Moi je trouvais ça très satisfaisant quand je bossais dans le service. Donc il y a des métiers où c'est assez immédiat, où c'est assez évident. Par contre il y a des métiers qui sont beaucoup plus abstraits. Et moi quand je travaillais en tant que IMEA PR manager, donc responsable de relations publiques pour les pays Europe, Asie, Moyen-Orient, mon boulot il était assez abstrait parce qu'en fait je faisais le lien entre les développeurs de jeux vidéo et les attachés de presse locaux. Donc en fait j'avais pas vraiment le plaisir du travail bien fait ou du résultat du jeu vidéo en lui-même parce que je ne faisais pas partie des équipes de création. Et je faisais pas partie des équipes de création des supports de communication, par exemple des captures d'écran, des trucs comme ça, c'est pas moi qui les faisais. Et je n'étais pas non plus attachée de presse locale, ce qui fait que c'était pas moi qui décrochais les articles de presse de la part des journalistes ou les vidéos des youtubeurs, etc. Moi j'étais vraiment... Alors il y avait un côté très stratégique, donc on mettait en place une stratégie de communication et on mettait des ressources à disposition des équipes opérationnelles, mais nous on n'avait pas... C'était jamais le résultat de notre travail direct en fait. C'était le résultat du travail, soit des équipes marketing studio qui nous fournissaient les ressources, soit le résultat des attachés de presse qui discutaient avec les journalistes et qui négociaient les articles. Donc c'est vrai que quand je faisais ce métier-là, il y avait un peu cette crise de oui mais moi mon travail il est invisible en fait. Et du coup c'est vrai que ce qui peut être intéressant si vous avez un travail un peu comme ça, un travail où vous n'avez pas un fruit concret et direct qui se montre à la fin de la journée ou à la fin d'un projet, ça peut être intéressant de venir donner soi-même du sens à ce qu'on fait. Donc moi ça pouvait être en peaufinant les PowerPoint de stratégie de communication, où je me disais le résultat de mon travail c'est l'existence de cette stratégie,
Et le jour où j'allais la présenter aux gens, où j'allais la présenter aux attachés de presse, ou d'abord à ma hiérarchie, puis aux attachés de presse une fois qu'elle était validée. Donc le fait de mettre de l'effort dans la présentation en elle-même, ça permettait de me dire, bah voilà, le résultat de mon travail, c'est cette stratégie de communication-là en fait, même si c'est quelqu'un d'autre qui va l'appliquer. Donc après, il y a plein d'autres choses qui peuvent donner du sens au travail que vous faites. Ça peut aussi être un sens un peu plus global dans la vie personnelle, qui est le résultat du travail, c'est le salaire que je touche à la fin du mois et qui me permet de profiter de ma famille. Donc remettre en fait de l'intention sur quel est le résultat de l'activité, de la tâche, du travail que je fais, dont je peux profiter dans ma vie. Remettre de la conscience là-dessus. Et donc l'exemple du ménage, c'était profiter de la maison propre une fois qu'elle est lavée, ou après avoir cuisiné, profiter du bon plat qu'on a cuisiné. Et vraiment mettre son attention dessus. Et mettre sa gratitude dessus quelque part, ça peut aider. Et enfin, le troisième espoir, qui est le plaisir du travail lui-même. Donc ça rejoint quelque part une partie de notre nature humaine qui aime progresser. Et on ressent un certain plaisir à l'effort. Ça me fait penser au travail du type qui a un nom imprononçable, là, qui est décédé, je crois, malheureusement. Mihaly, Csikszentmihalyi, un truc comme ça. Qui a fait tout un travail sur le concept de flow. Et le flow, c'est vraiment l'expression ultime du plaisir dans le travail, puisqu'en fait, on est complètement plongé dans la tâche qu'on est en train de faire. Et ce qui permet d'être plongé dans la tâche qu'on est en train de faire, c'est le fait que le travail soit suffisamment difficile pour qu'on fasse appel à nos compétences, et du coup on a l'impression d'exercer nos muscles. Donc William Morris, dans son essai plus tard, après le passage que j'ai cité, il donne l'exemple des paysans qui font travailler leurs muscles, ou des travailleurs physiques qui font travailler leurs muscles physiquement, et qui a une sorte de satisfaction à sentir qu'on fournit un effort. Mais ça peut aussi être travailler un muscle entre guillemets mental, créatif, intellectuel, etc. Et donc pour en revenir au flow, c'est qu'il faut que la tâche soit assez difficile pour faire travailler ce muscle-là, donc peut-être un petit peu plus difficile que nos compétences, tout juste un peu plus dur, mais donc ce soit pas trop facile, mais que ce soit pas trop dur non plus, parce que si c'est trop dur, on se décourage, on remarque qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'en est pas capable, que l'objectif il est trop élevé et qu'on va pas l'atteindre, et du coup on perd le plaisir dans le travail. Donc ce plaisir-là, alors évidemment on peut pas être dans le flow dans toutes les activités, c'est un peu, pour moi je vois un peu ça comme l'état ultime du plaisir au travail. Il y a d'autres façons de prendre plaisir à son travail, ça peut être le fait d'avoir un environnement de travail agréable, et du coup de prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire parce qu'on est dans un environnement agréable, quand on peut agir sur l'environnement de travail ou sur les activités qu'on est en train de faire. Je pense aux activités créatives par exemple, on peut agir sur la déco de l'atelier, etc. machin. Ça peut être peut-être aussi faire un effort sur apprendre des compétences et des choses comme ça, pour que si on se sent en décalage, qu'on a l'impression de manquer de compétences, et ben on retrouve du plaisir aux tâches qu'on fait en consciemment allant acquérir les compétences qui nous manquent, et que du coup on va gagner en plaisir au travail à mesure qu'on gagne en compétences et qu'on gagne en expérience. Donc se dire que ça va venir et faire ce qu'il faut pour ça. Une autre manière dont on peut gagner du plaisir pendant le travail, c'est aussi peut-être d'apprendre à se connaître un petit peu mieux et à savoir quelle façon de travailler nous apporte le plus de plaisir. Par exemple, moi dans ma carrière à l'époque, et j'applique toujours ça aujourd'hui, j'ai passé le fameux Sparketype, test dont je vous parle plein de fois depuis qu'il est sorti sur les différents contenus. Et quand vous arrivez à comprendre par rapport à votre personnalité, il y a aussi un test des différentes intelligences qui permet de comprendre si on a une intelligence plus spatiale, plus linguistique, plus etc. Ce genre de test-là qui permet de mieux se connaître, ça permet de connaître un petit peu mieux quels sont nos talents, quelles sont nos facilités, et de peut-être se focaliser ou utiliser ces talents et ces facilités-là dans le travail. Moi par exemple, qui ai toujours été beaucoup plus dans la création et dans la réflexion et dans l'apprentissage que par exemple dans le social et dans le lien humain, etc. Je suis très introvertie. C'est aussi pour ça que je prenais beaucoup de plaisir à concevoir les stratégies de communication quand je travaillais au service Europe. Parce que je savais que je puisais dans mon talent et que je prenais grand plaisir à établir ces stratégies et ensuite à les mettre en page dans des présentations qui soient claires, qui soient cohérentes, qui aient un ordre logique. Il y avait un côté très
créatif et un côté très didactique qui utilisait mes formes d'intelligence et mes talents en fait. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'on est parfois tenu de faire des tâches qui correspondent moins à ça, mais ça peut être une manière de voir les choses. Par exemple, aujourd'hui, quand je crée du contenu, eh ben, je choisis de voir ça comme une forme de création, puisque j'adore créer des trucs, plutôt que de le voir comme une obligation de trucs pour communiquer, parce que si je veux que mon art il fonctionne, eh ben, faut que je communique. Donc au lieu de voir ça comme une contrainte, je me dis tiens, je vais puiser dans mes talents de créatrice et je vais créer des vidéos, des podcasts, des visuels pour Instagram, des photos, des choses comme ça. Et puiser dans ce plaisir de créer quelque part. Donc ça peut être un exemple aussi. Je pense qu'il y a énormément d'autres réflexions à avoir autour de ces 3 pistes que je vous rappelle, qui a été suggérée par William Morris dans son essai Travail utile, fatigue inutile. Donc un bon travail, une tâche agréable, une activité agréable, contient 3 éléments, 3 espoirs. L'espoir du repos, de pouvoir faire une pause après ce travail et de se remettre quelque part. L'espoir de profiter du résultat du travail et de savourer quelque part le travail bien fait, savourer le résultat de notre effort. Et l'espoir de profiter du plaisir de travailler en lui-même pendant l'effort. J'espère que ces pistes de réflexion vous sont utiles. Rappelez-vous que ces contenus que je vous propose sont entièrement gratuits et je les produis et je les maintiens sur mon temps et mes deniers personnels. Si vous voulez que je continue à les produire, si vous apportent de la valeur, n'hésitez pas, 1, à en parler autour de vous, 2, vous pouvez me soutenir financièrement sur la plateforme Patreon pour le prix d'un café, ce qui m'aide à payer les différents hébergements et à continuer cette activité, à consacrer du temps à cette activité. Donc si vous avez envie de continuer à soutenir ça, n'hésitez pas à me montrer votre soutien, soit de manière gratuite en faisant passer le mot autour de vous, soit en me soutenant sur Patreon. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!